mais, et parfois à coups de carottes, mais ça a marché. Ça a marché. Ça veut dire que, moi je ne m'ai pas fait avec cette tonalité-là, mais je crois qu'il n'y a rien de dérisoire dans l'histoire des Gaulois. C'est que si on n'avait pas ça, il n'y aurait pas la France. Voilà. Ça s'est construit comme ça. Et quand les historiens, faisant leur boulot, viennent nous montrer que les Gaulois, alors aussi je pense, mais je pense que les Gaulois ici, on n'en a pas vu beaucoup, hein, je dis d'habitude, peut-être un dit, à l'issue du match à Clermont, il a fait la fiesta, il est parti, il s'est retrouvé bourré la main à Canet, mais on n'en a pas vu beaucoup, les Gaulois, des tas de trucs, mais pas beaucoup de Gaulois. Mais ça fait rien, ça fait rien. Ce qui importe, c'est que Astérix, quand même, ça marche. Et ça marche pour l'ensemble des Français. Peut-être que Jeanne d'Arc, elle a été finalement donnée par une Française, mais ça fait rien, elle est dans l'histoire. Et quand, dans les cas les plus élaborés de cet imaginaire commun, ça peut être une mythologie. Et quand des pans de cette mythologie sont touchés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus défendre, il y en a d'autres qui prennent leur place. J'en ai deux exemples contemporains. De Gaulle, qui était... ceux qui voulaient sa peau sont aujourd'hui ses plus grands admirateurs. Et puis Johnny Hallyday, mais enfin, vous ne trouvez pas ça frappant? Non mais, je veux dire, un chanteur meurt, il a des funérailles nationales, le président de la République prend la parole, et de Dunkerque à Perpignan, tout le monde, ça pleure. Alors, ma question c'est celle-ci. Je crois, moi j'ai un cours qui s'appelle Civilisation catalane avec des étudiants en licence. Et on pose, c'est une question initiale. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Et cette question peut devenir, je crois, est-ce qu'il y a un imaginaire catalan? Tout à l'heure, on a... Oui, alors ma réponse, bien sûr, c'est oui. Est-ce qu'il y a un imaginaire espagnol? Je ne crois pas. Ah si, quand même. Attends. En tout cas, il n'est pas partagé par les Catalans. C'est ça que je veux dire. Ah ouais. Parce qu'en fait... Mais oui, mais alors, il y a un pays qui s'appelle l'Espagne. Est-ce qu'on nous explique, si on continue encore une fois à faire ce genre de travaux, on fera venir d'autres juristes, parce que les gens sont tout à fait compétents, mais d'autres juristes, pour évoquer toutes les questions de droit, la constitution, de comment ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Mais in fine, c'est pas là que ça se joue. In fine, c'est... moi, je me souviens que, voilà, gosse, on allait à Figueres pour les Fires de Santa Creu, et on avait, par exemple, Antonio Molina. Peut-être que ça parle de le franquisme a tenté de proposer à l'ensemble de l'Espagne des chanteurs. C'est pour ça que j'évoquais Johnny Hallyday, des chanteurs. Et même d'ailleurs, je dois dire que les gens de Figueres, ma foi, on allait écouter Antonio Molina, on allait écouter Sarita Montiel, on allait écouter des gens, parce qu'on pensait que ça devait être... Et quand on est immigré, ce qui était mon cas, on allait au cinéma familial, on allait voir le film de l'ignoble, parce que je connais ça tous, réalité, sur Joséito. Voilà. Et elle a raison, parce que si on ne fait pas ça, et si on ne réussit pas, on peut avoir actuellement un État, on n'a pas une nation, clairement. Mais je pense que l'Espagne a échoué là-dessus. Je pense qu'il y a un imaginaire catalan extrêmement puissant, et que cet imaginaire espagnol, des Castagnettes, de Sarita Montiel, etc., n'a pas mordu là-dessus. Juste, quand même, ajouter ceci. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans la haine de ça. Aujourd'hui, perso, j'adore le flamenco. Je peux en parler, j'aime ça. Et même Sarita Montiel, et même Antonio Molina, je vais sur YouTube et je redécouvre, et même Perrette, et même, on les retrouve tous, sauf Procédé. Je ne peux pas, je le défends. Mais ne me coupez pas trop court. Hein. Pas trop court. Je trouve un poil caricatural. Je le suis. Concernant les castagnettes, le flamenco, certes, ça fait partie de l'histoire de l'Espagne, mais tout le monde n'est pas fan, y compris en Catalogne, mais partout en Espagne. Tout le monde ne se balade pas comme l'image qu'on avait ici en France des Espagnols avec tous une castagnette et un taureau. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Voilà. C'est qu'il n'y a pas eu de signes forts, emblématiques, partagés, qui font que on a ce fond commun, et encore je vous fais grâce de l'inconscient qui, je suis persuadé, est encore plus important.
mais la partie émergée de l'expert, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'en effet, les Catalans ont interdit la corrida. C'était pas seulement parce que... Et moi, je suis plutôt pour la corrida. Mais les Catalans l'ont interdit. Donc, je crois qu'il y a là un échec fort. On peut mettre au crédit d'un État comme la France, d'un pays comme la France, d'avoir réussi, par exemple, le coût de l'enseignement. Moi, j'en suis seul. Pas le seul ici. Nous sommes des produits de ça. C'est une réussite. Ça, moi, j'ai eu quand même, on m'a interdit le catalan à l'école, je ne peux pas témoigner de ça. Et puis, bon, voilà. Mais ça ne fait rien. Il y avait un rapport qualité-prix, si je peux dire, qui était bon, qui était favorable. Et là, je rejoindrai, je crois, ce qu'a dit Nicolas. Qu'est-ce que tu entends par rapport qualité-prix? Mais ça veut dire que le coup de bâton, c'est la carotte et le bâton. Ça veut dire que moi, à Coustouge, précisément à l'école de Coustouge, je voulais mettre les bâtons ça, me taper dessus, et j'ai connu l'histoire du bâton condoré, si on parlait catalan et tout ce que tu voudras, et les ongles sales, c'était la même chose que parler catalan, j'ai vécu tout ça. Sauf que j'ai appris à parler le français, ce qui a été à peu près, comme vous pouvez le constater, je dis pas que c'est génial, mais enfin, je suis un pire. Et donc j'ai appris à parler le français, et après, voilà, j'étais enseignant à l'école, tout ça, etc. Donc ça veut dire que j'ai eu un bon ratio, en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de l'Espagne, qui n'a pas su... Alors, je dis l'Espagne, le mot Espagne, de la Castille, parce que c'est ça, c'est la Castille, quand même, qui n'a pas su, proposer et faire admettre, avec cette dose de coup de bâton, mais cette dose aussi de gourmandise, n'a pas su faire accepter tout ça. Et de sorte que, encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, aujourd'hui, je crois que c'est parce qu'il y a ça que c'est cuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'entends pas l'Espagne dire, quand je dis l'Espagne, je n'entends pas dire, ne partez pas, on vous aime. J'entends dire, on va vous empêcher de partir. Mais ça, quand les gens veulent divorcer, que ce soit par consentement mutuel ou pas, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Et donc, c'est sur ce terrain-là, autant ou plus que, en tout cas je crois, oui, je crois, mais je vous le livre comme une question ouverte. C'est sur ce terrain-là que les choses vont se jouer, qu'elles se jouent déjà, et que c'est probablement cuit, et que si ces crétins de Philippe et le VI, au lieu de venir parler exclusivement espagnol, ce que Puigdemont n'a jamais fait, parler que catalan, était venu à la télé, avait fait son père aux Jeux Olympiques, hein, il s'était pointé, il a dit 3 mois en catalan, là on pouvait récupérer le coup. Là je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. Et je pense que c'est trop tard parce qu'il y a cette faillite dans l'essentiel, c'est-à-dire au cœur des individus. Juste 4 mots, c'est le fait que là, c'est vrai que dans le collègue de lettres parle d'imaginaire, bon, c'est vrai que les historiens comprennent la notion d'imaginaire social, bien sûr, qui construit, c'est la représentation du monde. Simplement, moi je crois que ce qui s'est produit, ce sont des trajectoires qui ont été évoquées au débat par Johan et Fabi, c'est des trajectoires. Le moment très important de la construction nationale, c'est particulièrement le 19e siècle, où on se réinvestit très fortement dans le passé, qui a été dramatique aussi bien en Catalogne espagnole qu'en Catalogne française. Il y avait des drames ici aussi, de mise au pas par un État central. Mais simplement, effectivement, il y a une trajectoire nationale qui se joue avec une multiplicité d'acteurs, qui attire effectivement par des acteurs, par exemple comme François Arago, qui sont, par tout ce que Peter McPhee, qui était cet excellent collègue australien qui a fait sa thèse sur les Pyrénées-Orientales, appelle les semeurs de la République, hein, donc des gens qui ont poussé à adhérer à un projet national qui peut paraître à certains moments émancipateur, même s'il a des moments aussi très durs. Ce qui se passe en 1852 est aussi très... 51 est très dur ici, le coup d'État de Louis-Napoléon contre la République. Il y a des moments très durs, mais la trajectoire nationale française, effectivement, diverge radicalement de la trajectoire nationale espagnole, puisqu'au XIXe siècle, ce siècle des nations, eh bien, l'Espagne est en déconfiture, elle est en permanence en guerre, en déconfiture, à la fois des guerres carlistes, des révolutions, des moments extrêmement durs qu'on a oubliés maintenant, mais de répression, notamment la répression qui a lieu après 1823, la guerre de 1898 qui est un échec terrible
et qui fait que l'Espagne perd tout ce qu'elle pouvait avoir encore à l'échelle internationale. Et pendant ce temps-là, effectivement, la France propose autre chose. Elle propose autre chose, et l'extraordinaire hécatombe de 1914-18 est aussi un épisode qui a échappé complètement à l'Espagne. C'est un moment terrible, mais c'est aussi un moment de construction très forte de la nation. Et au contraire, au lieu de ça, même si c'est terrible, ils ont, eux, enchaîné sur une phase de 50 ans extraordinairement négative, de destruction d'eux-mêmes. Hein. Il n'y a aucun historien catalan qui va dire, par exemple, que la guerre civile, c'est une guerre civile entre la Catalogne et l'Espagne. C'est une guerre civile en Catalogne aussi. Et c'est très dur aussi là-dedans. Donc c'est vrai que les trajectoires sont très différentes. Alors c'est vrai que l'imaginaire français est beaucoup plus puissant. Il a permis d'adhérer, même s'il a des défauts. Et l'imaginaire espagnol, effectivement, est très faible parce que ça correspond vraiment à des constructions divergentes, à des trajectoires divergentes sur un moment fondamental. C'est pour ça qu'en 1919, par exemple, au moment où tous les empires multinationaux s'effondrent, l'empire d'Autriche-Hongrie, l'empire de Russie, etc., l'empire ottoman, on a pensé que peut-être, certains ont pensé en Catalogne que peut-être il pourrait se créer un nouveau pays, c'était un moment où se créaient des pays partout, on a vu dans la présentation de 1918-19. Bon, ça n'a pas été le moment, ça va arriver plus tard, mais en fait c'est assez marquant cette période multinationale, nationale qui était très forte et mystique. C'est un point de vue qui est très intéressant ici parce qu'on a les deux visions. Je voudrais juste rajouter un mot à ce que vient de dire Nicolas. En fait, bon, la question centrale est celle du 19e siècle, hein, c'est-à-dire que en fait, l'Espagne a raté la nationalisation, hein, c'est-à-dire la nationalisation des esprits. Et de deux points de vue, hein, c'est parce que, contrairement à la France, disons, l'État a toujours été remis en question, alors que bon, la Révolution française et donc toute la période napoléonienne, qu'il ne faut absolument pas négliger, ont institué l'État et la force de l'État que nous connaissons aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième volet aussi qui est également lié à l'État, c'est celui de la scolarisation, de l'école, qui est justement a été en France, on le sait. Et alors bon, il y a on peut s'en réjouir, mais on peut aussi regarder l'autre côté qui quand même a mis les langues régionales dans l'état que nous connaissons, a été quand même à la fois uniformisateur et destructeur, disons, de la pluralité. Donc on a d'un côté un État avec un instrument, disons, d'inculcation finalement de l'imaginaire, partagé, d'un côté français, et du côté espagnol, on n'a pas ça. Alors, on n'a pas ça avec les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire qu'on a quand même une pluralité régionale, entre guillemets, en Espagne, qui est vivace, qui a une autre dimension que celle qu'elle peut avoir en France, et du coup les revendications aussi. Et en même temps, donc, on a un État, effectivement, qui a été impuissant, qui a peiné, et qui, en fait, s'en est sorti à coups de sabre, finalement, de façon périodique. Des questions, des prises de parole. Il ne faut pas oublier la question de la langue. Ça, c'est quand même fondamental, parce que quand on parle d'imaginaire, et quand on parle de trajectoire collective, etc., comment est-ce que la Catalogne... Parce que finalement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Hyacinthe a dit. Il me semble que l'Espagne a son imaginaire, elle a sa culture. Voilà. Elle est diverse, on reconnaît le Quichotte, et pour commencer, il y a oui. Bon, vous la connaissez. Moi, je ne connais pas de Catalan qui n'ait pas lu le Quichotte. C'est pas possible, ça. Mais cela dit, ce que je veux dire, c'est que la Catalogne a construit son imaginaire. Elle a ressuscité son identité collective assez tard, à partir de 1870, quelque chose comme ça. Et dans ce processus, bien sûr, il y a toutes les manipulations de l'histoire pour faire réfléchir à une dynastie, à un État, tout ça, etc. Tout ça est nuançable, parce que le Moyen-Âge, les États ne sont pas ce que nous pensons qu'ils étaient, etc., etc. Mais la question de la langue est fondamentale, parce que cette reconstruction, elle passe par une
une résurgence de la langue et une légitimation de la langue, une réappropriation de l'écrit diffusé, de l'écrit imprimé, de la littérature, etc. etc. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, une partie, peut-être petite, mais pas si petite que ça, du conflit porte sur la langue et sur l'enseignement, comme cette malheureuse émission a permis de le montrer. Moi, je suis toujours frappé, je n'ai pas vu l'émission, mais j'ai tellement entendu parler que j'ai l'impression que j'y étais. Les Français qui sont spontanément, par exemple, les supporters du français au Québec, et au fond, mutatis mutandis, là encore, on pourrait faire bien des comparaisons. La question du catalan, elle se pose à peu près de la même façon, mais on ne l'aperçoit pas de cette façon, parce qu'on l'aperçoit comme celle du breton ou du basque, et que ça devrait être peu de choses, et les Français ne se rendent pas compte que c'est la langue quotidienne de la Catalogne du Sud. Et ceci, ça fait quand même largement partie des représentations collectives que cette nation a d'elle-même. D'accord pour la langue, et juste pour dire que c'est un élément certes central, extrêmement important, mais qu'il y a tout le reste, tout ce qui fait qu'on peut légitimement ou pas, parce que c'est la question au bout du compte. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut légitimement dire on veut l'indépendance? Voilà. Combien il faut être? Dans quel périmètre? Avec quelle base? Et cette base, je fais cette hypothèse, je joue comme ça la réflexion, c'est une base, encore une fois, que j'appelle celle de l'imaginaire. Parce qu'au fond, la guerre, enfin, jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passait? On ne sait que deux modalités, c'était la guerre ou le mariage. C'est comme ça que ce qu'on a vu là bouger. Et là, au XXIe siècle, on est quand même en droit, et c'est ce que réclament les Catalans, de dire on connaît une autre modalité. C'est le bruit de bulletin de vote qui tombe dans l'urne. C'est ça qu'on veut. C'est ça la pointe de la civilisation au XXIe siècle. Reste, en effet, parce que le débat il est là, des gens qui disent oui mais vous n'aurez pas le droit de vous voter, et d'autres qui disent on peut voter. Et il me semble qu'il y a un vaste espace là à explorer pour dire mais voyons encore une fois quel périmètre, et à l'intérieur de ce périmètre qu'est-ce qu'il peut y avoir. Par exemple un critère important peut-être une langue qui peut ne pas être exclusive, il n'y a pas que ça, il y a une cuisine, des grands restaurants, je ne sais pas combien de Michelin en Espagne, le premier d'Europe, etc. La musique, les Catalans sortent tous les jours un projet de reconnaissance par l'UNESCO d'un truc au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, c'est peut-être là que de manière un peu provocante, je dirais qu'il y a un croisement avec d'autres cultures, c'est qu'il y a cette capacité, me semble-t-il, des Catalans à produire tout ce qui constitue, au bout du compte, une culture et même au-delà peut-être une civilisation. C'est une hypothèse, mais... Nicolas Garcia. Oui. Moi, depuis que je suis ado, que je fréquente régulièrement la Catalogne, je suis une famille qui est une famille de Chanel, donc andalouse et catalane, et dans un village de Catalogne, j'ai 89 cousins, ils ont tous des origines andalouses, ils ont tous voté pour un parti indépendantiste quel qu'il soit. Et depuis que je suis adolescent et que je vais en Catalogne, même sans velléité d'indépendance de qui que ce soit, je n'ai jamais ressenti une majorité de Catalans que je fréquentais se sentait espagnol. Je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais ressenti. Je n'avais pas ce sentiment de volonté indépendantiste, mais même dans les années 76, 77, 78, ces gens-là, j'ai envie de dire majoritairement, la culture qui primait chez eux, c'était la culture catalane. Ils ne se sentaient pas, je dirais, espagnols. Et ce que j'ai senti, c'est une évolution de gens qui, parce qu'ils avaient des origines andalouses ou autres, étaient très attachés à l'Espagne. L'évolution s'est faite beaucoup plus majoritairement de la culture espagnole, andalouse, vers la culture catalane, vers la catalanité, j'ai envie de dire, que l'inverse. C'est un élément important parce que, pour moi, ça fait longtemps que je pense que le processus d'indépendance en Catalogne, il était irréversible. Même avant ce qui s'est passé là. Pourquoi? C'est mon opinion personnelle. Parce que dans un pays, avec l'histoire qu'il a, donc son histoire avec l'Espagne, plus conflictuelle qu'amoureuse, j'ai envie de dire, avec sa culture propre, son histoire en tant qu'État, en tant que langue d'État, etc., le
processus d'autonomie donné, même s'il est inférieur à ceux des Catalans et même à ceux des Andalous parfois, ne peut conduire, ce qui n'est pas le cas à Madrid, en Castille ou en Andalousie, qu'à la volonté d'indépendance en terre. Parce que quand on te donne, et c'est pas, je ne sais pas que sécurisé, mais c'est pas depuis 1978, ça a été gagné au fil du temps, toutes les capacités. Par exemple, la police catalane, c'est la dernière qui a été installée en Espagne. Donc, tout n'est pas arrivé en 1978, c'est arrivé progressivement. Mais quand tu as cette forte identité, cette histoire si particulière, et que tu arrives à avoir ta justice, ta police, ton éducation, à la fin, j'ai presque envie de dire, l'indépendance, elle coule de source. Voilà. Et il y a une autre dimension, c'est de la vie, hein. Et il y a une autre dimension aussi qui fait que s'il y a une différence, c'est qu'en France, il y a le service public, par exemple national, il y a une protection sociale nationale qui amène quelques trucs, par exemple, qui font qu'un mosso d'escouade et un guardia civil, ils peuvent avoir 800 € de différence de salaire, ce qui n'est peut-être pas le cas entre un policier parisien et un policier de Perpignan. Vous voyez, ou un prof de Coustouge et un instituteur de Dunkerque. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui comptent. On l'apprend en discutant. Moi, par exemple, j'ai demandé à mes cousins à moi, parce que ça m'intéresse, pourquoi vous êtes andalou et vous faites. Eh bien, mes cousins me disent, mais moi, l'Espagne, elle ne m'a jamais rien amené. Ni socialement, elle ne m'a jamais rien amené. La Catalogne, elle m'a accueilli, elle m'a permis de me développer. On a de meilleurs salaires ici en tant qu'employé communal, par exemple, qu'un employé communal de Cordoba. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la compréhension de la situation. Moi, je ne vote pas là-bas. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'essaie de comprendre pourquoi. Et je pense que ça, ce sont des éléments qui permettent de comprendre pourquoi on en est là. Quoi. Monsieur. Il y a aussi un contenu très novateur de cette intervention sur la scène internationale de la Catalogne. Parce que la façon dont se sont auto-organisés, elle est admirable cette façon-là. Et on peut penser que l'incursion notamment des réseaux nous montre un signe de comment on va peut-être pouvoir dépasser cette contradiction, c'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes, on parle notamment des fois de pétitions référendaires, plus la pétition monte, plus elle a le caractère d'un référendum. Donc, si vous voulez, eux, je pense que de leur côté à eux, ils ont creusé cette façon de s'unir, de porter en quelque sorte une idée d'avant-garde. C'est pas la Catalogne d'hier qui colle, c'est la Catalogne de demain. Voilà. Monsieur, oui, je voulais dire simplement que j'étais entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit sur la faiblesse relative de l'imaginaire ou de la mythologie nationale espagnole proprement dit, mais il ne faut quand même pas la sous-estimer. La sous-estimer parce qu'il y a quelque chose, il y a une mythologie impériale, il y a une littérature.